La genèse de l'exposition, elle vient vraiment d'abord d'une envie de rendre un hommage à ce qu'était ce site à travers les différentes époques, aussi bien sa fondation, abbaye cistercienne du XIIIe siècle, dans son époque religieuse, jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui, un centre d'art contemporain. Elle a été acquise par le département dans les années 80. Là a débuté une grosse période de fouilles. Un travail important des collègues archéologues a été fait à ce moment-là. La volonté, elle était de recontextualiser ce site qui a un rapport à la mort complètement différent de notre actualité aujourd'hui. Et toi, très rapidement, t'es venu avec cette idée d'une exposition au sein du centre d'art qui pourrait mêler des pièces historiques et des pièces d'artistes contemporains. Et de rester en tout cas sur les objets trouvés ou les sépultures trouvées à l'abbaye. Alors je prends l'exemple de ta pièce, par exemple. On a retrouvé une aumônière dans une sépulture. Dans cette petite aumônière, il y a une petite croix en cheveux. On est sur des techniques similaires, qui sont des travaux en cheveux, et moi j'étais en train de faire des recherches sur comment faire un espèce de rétro-engineering pour pouvoir réactiver une technique et pouvoir l'activer de manière plus contemporaine. Alors après, ce qui est drôle, c'est de pouvoir jouer sur des questions d'échelle. On a une croix qui est toute petite, et puis une pièce beaucoup plus monumentale. Le questionnement premier, c'était quel est notre rapport au corps, et particulièrement au stade de fin. Le moment tout de suite après la mort, c'est-à-dire quand le corps est encore là. Quand le corps, du moment où il est encore là, jusqu'au moment où il devient pièce archéologique. Là, on a invité par exemple un réalisateur qui s'appelle Camille Vidal-Naquet, qui a fait un documentaire qui s'appelle La Chambre, qui va être diffusé là le 19 novembre, où en fait il filme les infirmiers qui interviennent à la chambre de l'hôpital Bichat. Juste cet instant où en fait la personne vient de décéder et on lui pratique les premiers soins pour les rendre aux familles. Mais on évoque aussi le repas. Là, on a invité Lei Sato qui nous fait une proposition dans ce cadre-là, avec en plus sa culture japonaise qui vient du coup dans son rapport encore amener une autre lecture. Effectivement, il y avait, je pense qu'on peut dire, il y avait plusieurs typologies de traces qu'on avait repérées. Il y avait la sépulture, il y avait l'odeur, il y avait l'image. Qu'est-ce qu'on garde comme image d'un mort? Il y avait des traces aussi, on va dire, matérielles, les cheveux, les objets, etc., etc. Et donc moi, effectivement, très vite, tu m'as parlé des odeurs et je t'ai proposé le travail de Julie-Christine Fortier, qui travaille justement sur tout ce souvenir olfactif qu'on peut avoir d'une chose ou d'une personne ou d'une situation. Et donc, elle propose cette pièce avec ces manteaux en fourrure qui sont sur des espèces de trépieds. Et on va devoir rentrer vraiment pour pouvoir sentir l'odeur qui persiste dans chaque manteau, avec une création parfumée. Elle a aussi la pièce, alors moi que j'appelle l'odeur de la mort, mais qui s'appelle Malabitus, voilà. En effet, qui est l'odeur, dans son sens premier latin, l'odeur de la maladie. Du coup, ça faisait écho parce que tout de suite, ça a ramené à ce rapport qu'on a, qui est très sociétal aujourd'hui, la peur de la mort, la peur de la maladie, ou c'est quelque chose qui est finalement très aseptisé. Et une mort souvent à l'hôpital. Et elle a fait ses recherches là-bas. Elle est allée dans plusieurs hôpitaux. En tout cas, et dans ce sanctuaire-là, là où en tout cas, on met en exergue, et là je refais le lien avec l'abbaye, où c'était à une autre époque complètement différent. D'où le masque mortuaire, d'où le travail de Guillaume Constantin. L'inconnu de la L'inconnu de la scène, qui nous semblait très important de parler, parce qu'en plus, sur le plan des arts, ça a vraiment été une muse, ça l'est encore aujourd'hui. Alors là, on peut dire, on est vraiment dans la matérialité. Guillaume, c'est un sculpteur. Il nous a proposé une pièce qui est assez monumentale. Et là, on voit, d'après le masque mortuaire de l'inconnu de la scène, toute une déclinaison de création autour de cet objet-là. Et il va agencer, créer des espaces pour chaque objet qu'il va avoir emprunté, soit dans des collections nationales, soit à des amis artistes, etc., etc. L'autre point important, c'était en effet parler de la représentation de la mort. Donc on a Paola Voboré. Paola, c'est une très très jeune artiste et elle travaille sur toute la question des rites funéraires.
On est vraiment dans la délicatesse, dans l'évocation. Oui, puis la référence à ce qu'est la danse macabre. Moyenâgeuse, Oui, exactement, et sa représentation. Les autres squelettes qu'on a, c'est les sœurs. C'est les sœurs, mais qu'on voit vraiment dans leur disposition, telles qu'elles sont maintenant, stockées. Je trouve que ça fait présence, malgré tout. Et là, c'était vraiment aussi un hommage à ce qu'a pu être ce lieu dans son histoire, mais aussi le travail de recherche qui a été fait dans les années 80 par la Zerkeo et le travail des archéologues aujourd'hui. Je rebondis sur Jae Rinley. Là, tout de suite, ça a fait écho. C'est quelque chose que tu m'as proposé assez rapidement. Je vais te laisser parler de l'artiste, mais je trouvais ça très intéressant parce que c'est vrai que dans la réflexion, la question du devenir est complètement d'actualité aujourd'hui, du corps et de son recyclage. C'est une artiste américaine qui a travaillé, qui a fait énormément de recherches sur la manière dont on peut se décomposer et aussi le fait que les corps aujourd'hui sont pleins de métaux lourds, de métaux polluants, et que au moment de la décomposition du corps, ça fait une pollution de plus que toutes celles qu'on a déjà impactées sur la planète pendant notre vie. Et donc, elle a travaillé sur des champignons et fabriqué un costume mortuaire qui fonctionne. Il peut être acheté et activé. Et les personnes qui ont envie de ne pas laisser d'impact sur l'environnement à l'heure de leur mort peuvent faire ce choix-là. En tout cas, aux États-Unis, puisque la législation en France le permet pas. Dans le parloir, on a aussi 2 coiffeuses monsieur, coiffeuse de madame. La pièce s'appelle Mathilde et René. Là, c'est une œuvre collective entre Henriette Ménès, Camille Vidal-Naquet et Fabrice Elie Hubert. Ce que je trouve très intéressant dans cette pièce, c'est que le spectateur donc est amené à s'asseoir, mettre un casque sur ses oreilles et écouter une bande son. On a quelqu'un qui est en train de dire des mots doux, à quelqu'un qui est en train de se faire maquiller, et puis on a ces coiffeuses avec tout un tas de souvenirs, d'odeurs, d'artefacts, d'objets. Puis d'un seul coup, on s'aperçoit que la personne qui est en train de parler est en train de parler à un mort. Et ça se dévoile vraiment petit à petit. Je sais même pas si en fait on s'en rend compte finalement ou pas. On est en train de dévoiler quelque chose qui ne devrait pas l'être. En tout cas, l'envie de la pièce, c'est plutôt quelque chose qui va en effet poser question au spectateur. En tout cas, entre... Il y a une ambiguïté, quoi. Il y a une ambiguïté qui se pose, en tout cas au niveau de l'univers sonore, de savoir en effet dans quel contexte on se trouve, et puis ce qui fait encore une fois trace, donc ce rapport qu'on peut avoir avec alors non seulement à notre propre mort, mais aux proches, en tout cas, qui questionne, voilà. Et cette pièce, elle évoque ça, en tout cas. Donc on peut parler aussi de Régis Perret, qu'on a invité. Régis avait participé dans une exposition monographique qui lui avait été consacrée. Je pense qu'il a eu un rapport particulier avec ce site, et notamment avec les sépultures de ce lieu. Et donc il travaille sur un dictionnaire des mots, et là particulièrement pour l'exposition, c'est le dictionnaire des mots de la mort. Qui sont un glanage de mots assez subjectifs. Donc à chaque mot est appliquée une anecdote ou une petite définition. Alors on a relevé l'une qui nous fait un peu rire, qui est donc le mot demeure. Sous le mot demeure, on a 7 pieds sous terre, je serai enfin propriétaire. Donc on a des petites phrases qui vont venir commenter ou expliquer ou définir un mot que Régis a choisi. Quelque chose qui lui est très personnel finalement au travers de son dictionnaire. Anne Guillaume a été invitée, en tout cas là je peux parler d'une partition qui a été retrouvée au niveau du service des archives, dans un cahier de comptes, où là on a des traces de notes, de chants, certainement d'une sœur. Et puis entre parenthèses, c'était aussi assez évident d'inviter Anne Guillaume, puisque elle se définit, enfin elle s'est longtemps définie comme artiste archéologue. Donc elle propose, à partir de cette partition... Elle a invité 2 artistes à chanter en fait, et ça s'appelle La Bouche. Là c'est une pièce qui va être sonore à l'extérieur. Il y a Christina Hoffmann, tout à fait, avec une proposition de plusieurs pièces, où là du coup le spectateur a en plus un rôle pour déclencher un univers sonore, et qui en plus travaille autour de la gisante, qu'on a découvert dans les décombres de l'abbaye. Christina propose en effet, alors il y a plusieurs postures à prendre pour déclencher son travail, mais en tout cas l'une d'elles, c'est de s'allonger à côté de la gisante. Donc c'est là aussi où ça recoupe encore avec la proposition de cette relation qu'on a intime, en tout cas personnelle.
La pièce de Claire La Malrieux. Claire Malrieux, là, c'est Peut-être la touche finale. la touche finale, en effet, qui me semble importante qu'on explique. Claire a travaillé à partir d'une banque de données de plusieurs milliers de rêves qui appartient à une université américaine en Californie. Et à partir de ces rêves, donc elle a travaillé avec une intelligence artificielle qui apprend de ces rêves et qui en produit et en génère des nouveaux. Et on s'est dit que vraiment c'était un peu l'étape ultime. Côté science-fiction, comment on pourrait prolonger cette vie au-delà de la mort? Est-ce que c'est nous qui allons prolonger cette vie, ou même est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est un cyborg? Est-ce que c'est un algorithme qui lui aussi quelle est la mort d'un cyborg, quelle est la mort d'un robot, et qu'est-ce qui lui arrive après? Ça ouvre et en même temps ça termine l'exposition.